Bonsoir. Aujourd'hui, 1er décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire et dans le reste du monde, le VIH est en régression. Mais malheureusement, notre pays demeure parmi les plus touchés sur le continent. Nous y reviendrons. En économie, la filière cacao est en ébullition. La cause, des désaccords entre le Conseil du café cacao et les exportateurs. On en parle tout à l'heure. Sur le terrain politique, le président du FPI, Afi N'Guessan, est toujours en détention. L'un de ses avocats, Maître Dogbo Godé, dénonce un flou artistique autour de sa situation. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. Et ce soir, nous allons parler entre autres d'entrepreneuriat et de la femme dans l'univers des affaires. Notre l'invité du talk est Madame Touré Masogbe. Elle est directrice générale du groupe CITA et première vice-présidente de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, bonsoir à tous, merci d'être en notre compagnie, merci de rejoindre le Live Talk. Toute cette équipe-là, toute mobilisée pour vous proposer le meilleur de la télé sur Live TV. Ce soir, à nos côtés, il y a Edith Brou-Bleu. Bonsoir Edith, comment ça va? Bonsoir Brice. J'ai de bons retours concernant le fait que vous portiez plus de lunettes. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Wow. Tous ceux qui, moi, me disent « Ah tiens, Madame Brou-Bleu, elle n'a pas ses lunettes. » On a le temps d'apprécier ses jolis yeux. Merci, c'est gentil. J'apprécie. J'ai trouvé des chansons qui parlent de jolis yeux. Les yeux revolver? Oui, Marc Lavoine. Ah oui. I love that song. Tu peux la chanter? Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. J'ai touché quelqu'un d'autre? C'est foutu. Sophia Aïda, bonsoir. Yes. Bonsoir. Comment ça va, Sophia Ça va Aïda? très bien, Ernest, et vous? Ça va. J'ai trouvé une chanson également qui... J'ai dit ça va très bien, Ernest, et vous? Non, je vois... Tu t'appelles pas Ernest? Fabien. Fabien. Oui, Henri. c'est ça, oui. Brice? Oui, tout Ernest? Vous avez décidé de le dire aux téléspectateurs. Ils ont bien marqué dans le générique Brissano. Parce qu'ils n'avaient pas envie de savoir tout ça. C'est une blague. Bah, Sophia Aïda. Alors, justement, pour vous, j'ai également trouvé des chansons où il y avait Sophie. Oui. Une chanson de Monique Seka. Oui. Qui s'appelle 900 kilos d'amour. Sophie, mais si elle était... Bon, enfin... Ouais. J'avoue que j'ai pas le talent, j'ai pas la voix de la diva. Ah, ça? Mais on va les garder pour la première parole, le premier mot de la chanson, c'est Sophie. C'était l'intention qui compte. C'était l'intention. Ouais, c'est ça. C'est comme au basket. Voilà, quand vous faites une faute, ça s'appelle une faute intentionnelle. Vous aviez l'intention, vous ne l'avez pas touché, ça compte quand même. Voilà. Mais il faudra prendre des cours de chant quand Ouais. même. Et vous vous posez la question, bon, Serge Kouachi est malheureusement indisponible aujourd'hui, vous retrouvera demain. On le salue. Mais vous vous demandez où se trouve notre petite fourmi, Rihanna Assi. Mais elle est là, elle est sur le plateau, elle est punie. Voilà. Oui. Pourquoi? Rihanna Assi, déjà n'était pas très concentrée pendant la préparation, c'est pas grave. Mais hier, tous les téléspectateurs m'ont fait un retour, quand on me parlait de vos yeux, les téléspectateurs m'ont fait un retour pour dire Rihanna Assi, et elle a passé son temps à parler en classe avec Serge, Voilà. pendant que nous on était en train de... Voilà. Ouh là là. Voilà. Donc on a décidé Puni. ce soir... C'est pas vrai. Puni. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Bon, On demande ton indulgence. vous demandez mon indulgence. Oui. Non. Je vais parler comme Willy. Où est la solidarité Oui les gars, féminine? est-ce qu'on peut... Oui, ça va? Ouais. Rihanna Assi, revenez sur le plateau s'il vous plaît. Tu nous avais manqué. Vous pouvez vous asseoir. Tout ça, c'est toi. Ça va Rihanna? Bonsoir, Brice. Ça va, ça se passe bien? Ça va, tout va bien. Bah, Et vous toi? nous avez manqué, hein, Jojo. Oh, 2 vous minutes aussi. sans vous et déjà on se disait qu'est-ce qu'on allait devenir. Bah, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vous qui l'avez puni. C'est moi qui l'ai puni? Ah ouais. Je m'en souvenais pas. Là, j'adore ton orange. Oui, il est Merci. très très beau. Yes. Très très Merci. beau. Merci d'être en notre compagnie. C'est un plaisir. On fait le tour de l'actualité nationale et internationale. Ce qui s'y passe ici à l'étranger, c'est dans le Live Actu. À tout de suite. Très bien. Pile poil. Chaque jour, je bats mon propre corps concernant quand je m'assois. Et en plus, tu fais des répétitions avant. Oui, je fais des répétitions avant. Ah oui, exactement. Je peux même vous donner 1 heure. L'heure à laquelle je fais ces répétitions. Vous n'êtes pas gentil, Edith. J'aime bien ce petit côté.
Bon, alors, pour le premier point de notre tour d'actualité, eh bien, on s'intéresse à ce 1er décembre que nous célébrons aujourd'hui, 1er décembre, qui consacre la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est ça, tu l'as dit. Alors ce mardi 1er décembre ne marque pas seulement, on va dire, le premier jour du dernier mois de l'année 2020, mais c'est aussi la journée mondiale de la lutte contre le sida. Sida, une maladie qu'on connaît tous qui a fait des ravages, malheureusement. Et c'est l'occasion pour nous de porter un petit regard sur l'évolution de cette maladie ici en Côte d'Ivoire. Et il semblerait quand même qu'on soit sur la bonne voie pour réduire quand même le taux de prévalence de la maladie. En tout cas, si on s'en tient à certains états des chiffres de la maladie en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du sida est passé de 5% en 2009 à environ 2,39% en 2020. Donc une belle réduction, une belle baisse qui est assez, on va dire, rassurante. Et selon les données du Programme national de lutte contre le sida, en date de juillet 2020, c'est 428 827 personnes qui vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et parmi ces personnes, on aura 64,5% de femmes quand même, donc une belle majorité. Et puis... Une majorité. Une majorité. C'est pour ça que j'étais au coin. Oui, tout à fait. Et puis 7,4% d'enfants qui sont âgés de 0 à 14 ans. Alors on va voir aussi parmi les personnes qui constituent la population, on va dire, qui souffrent du VIH-Sida, ce sera 22,6% de transgenres, 11% d'homosexuels et 12% de travailleurs du sexe. Oula. Donc voilà. Donc, En tout cas, c'est des chiffres, Tout fait. même si la maladie est toujours présente et qu'on n'a toujours pas de remède à cette maladie, mais des chiffres qui rassurent parce que on se rappelle bien que quelques années plus tôt, il y avait une véritable... on va dire une véritable hécatombe au niveau des morts. Et surtout, je pense que les campagnes de sensibilisation qui ont été menées et l'argent qui a été investi, parce que beaucoup d'argent a été investi et continue d'être investi également dans les campagnes de sensibilisation, ont permis d'aboutir à ces résultats parce que finalement, la maladie n'est plus un sujet tabou. On en parle, on parle d'usage des préservatifs, et surtout de campagnes de sensibilisation auprès des plus jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Donc je pense que même au niveau de la prise en charge, oui. Il y a également de grands efforts qui ont été consentis. Tout à fait. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que quand même la Côte d'Ivoire continue de faire partie des pays africains les plus touchés par cette maladie, à côté de d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Et c'est 37% de personnes infectées qui vivent à Abidjan, donc la capitale économique. Donc parmi les personnes infectées, on a 37% qui sont vraiment concentrés à Abidjan. Et voilà quoi. Et on peut faire un test et avoir les résultats en quelques minutes. On peut se faire dépister. Il faut le faire avant de se marier. Et même avant, il faut, avant d'avoir des rapports sexuels également, se protéger, utiliser un préservatif. Je pense que c'est devenu un sujet, comme on le dit dans les médias, mainstream. On en parle partout. Il y a même des séries qui ont été adaptées, qui ont été réalisées depuis MTV Sugar, même avant, qui étaient diffusées avant sur la télévision ivoirienne. Un point important, c'est que généralement, au début, justement, quand on parlait de cette maladie, les personnes qui étaient infectées souffraient beaucoup du rejet de leur famille et de la stigmatisation. Aujourd'hui, on va dire que les mentalités ont évolué, les familles ont appris à comprendre et à même accompagner les malades dans leur processus, on va dire, Et vous dites quelque chose d'important, mais il y en a aussi, c'est très très important, l'assistance psychologique. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Dans certaines cultures, donc chez les Asiatiques que nous pratiquons, on dit l'esprit domine la chair. Exactement. Donc si mentalement vous êtes instable, mentalement vous vous sentez rejeté, eh bien forcément cela aura des répercussions sur la santé. Alors qu'aujourd'hui, cette maladie, des personnes vivent avec, tout à très fait, bien. justement. Et, on la soigne. Et vous savez que quelqu'un peut porter le virus, quelqu'un peut porter le virus sans forcément manifester la maladie, mais juste cet effet psychologique, donc cet effet de rejet de ses proches et cette stigmatisation peut quand même rendre la personne malade et même, on va dire, l'affaiblir. Déjà, moi, enfin, de toute façon, pour sourire un tout petit peu, en ce moment, c'est la Covid qui a pris le dessus finalement. Je pense qu'on est peut-être beaucoup plus stressé lorsqu'on attend le résultat de son test Covid. Parce qu'il y a même, j'ai vu dans certains articles qu'il y a même un trafic
de faux résultats de tests de Covid, bien dans sûr. certains aéroports. Bien sûr. Donc on est beaucoup plus stressé, mais la maladie est toujours présente. Je parle du VIH/SIDA. Il faut se protéger, il faut utiliser des préservatifs ou sinon s'abstenir. Continuer à Et sensibiliser. puis continuer à sensibiliser et faire son dépistage, Voilà, son test bien de sûr. dépistage Et puis autant que possible. Ne pas voilà. rejeter les personnes Exactement, qui sont malades. Exactement. Voilà, ils sont passés par Alors, par une cette très situation. très bonne Ce n'est pas une nouvelle, fatalité. juste la Pour dernière. terminer, une très bonne Oui, nouvelle. pour terminer, bien, une très Rachel. très bonne nouvelle, c'est que les décès liés au sida ont été réduits de plus de 60% depuis le pic de 2004, et ça c'est dans le monde entier. Ah ouais, c'est Ouais, bien, donc ça. un grand Oui, parce progrès. qu'on parlait justement d'évolution au niveau de la prise en charge, au Oui, niveau c'est ça. du traitement. Je crois que dans la foulée, à la recherche du traitement contre la Covid, il y avait eu de Le grandes 10 avancées. oui, de grandes avancées. Oui, De je grandes sais avancées. que le 10 mars, et je m'en souviens parce que c'était la veille du confinement dans le monde, enfin en tout cas, c'était la veille du jour où la Covid a été déclarée comme pandémie. Il y a un patient en Angleterre qui avait été guéri du sida. Oui. Ouais. Oui, mais c'est passé un Donc, peu inaperçu parce que tout le monde Oui, était voilà, très- c'est ça. Oui, Tout le monde mais il y était a très de focus grandes sur la avancées. Covid. Et donc, On espère que dans encouragement. Donc, quelques années, on aura certainement, on espère en tout cas. tel qu'on a aura pu rapidement trouver un vaccin pour la Covid. Pour la je Covid, pense que déjà, exactement. les uns et les autres En fait, pourront- c'est pour ça que je m'interroge quand même sur ça, parce que la rapidité avec laquelle on a trouvé le vaccin pour la Covid, comment ça se fait que ça prenne autant de temps pour le VIH C'est sida, un virus que le- beaucoup plus ça complexe. fait mais 30 ans, même- ça fait oui. plus de 30 ans quand Oui. même. Ouais. Mais on espère en Je tout pense cas que ça doit avoir son explication scientifique ou médicale. Voilà, Ouais. sait-on jamais. Edith Brou, avec vous, on parle de flou artistique. Eh bien, ce sont les propos de l'avocat, en tout cas de les avocats du président Afin Guessan. En général, quand on parle de flou artistique, on parle également d'abstrait, de choses abstraites. C'est un genre au niveau de la peinture, Tu t'y connais bien. bien sûr. J'étudie en ce moment. Et effectivement, dans un entretien qui a été accordé au quotidien L'Inter du 28 novembre, le maître Dagbo, tu avais dit Dogbo, c'est Dagbo Dagbo. Godé-Pierre, avocat d'Afin Guessan, donc président du HFUI, dit ne toujours pas avoir de nouvelles, en tout cas de son client. Il a déclaré ceci: la dernière fois que j'ai vu M. Afi, c'était lors de sa première comparution le 9 novembre. Et depuis ce temps, je ne l'ai pas revu. Et l'avocat dit avoir été informé qu'une avocate, membre du conseil dont il fait partie, donc le conseil d'avocats, membre du conseil d'avocats d'Afin Guessan, qui avait été autorisé par le procureur de la République à voir donc, son client sur son lieu de détention, mais il précise qu'il lui a été demandé de ne pas divulguer le lieu de détention. Donc il a été demandé à l'avocate qui a été choisie par le procureur, donc qui fait partie du conseil d'avocats d'Afin Guessan, de ne pas divulguer le lieu de détention de leur client. Et Maître Dagbo Godé-Pierre qui précise, quand on commence à raisonner avec des non-dits, c'est inquiétant pour l'état de droit qui repose sur la transparence et la clarté des actions que l'on pose au regard du droit. Et il a précisé également ce qu'on venait de dire à l'entame de cette précision. On est dans un flou artistique, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ne peut-on toujours pas avoir pour l'opinion publique le lieu de détention du président de ce parti politique qui a bien sûr participé à l'élection, en tout cas qui a été candidat à un moment donné à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et l'avocat qui a déclaré également, on est en dehors du respect en tout cas du code pénal ivoirien, et il compte mener des actions à partir de cette semaine envers le procureur pour que le juge qu'il a mis sous mandat de dépôt puisse se prononcer. Les actions, en tout cas, qu'il compte mener, visent essentiellement à saisir le procureur de la République afin de dire où son client est détenu ou de rendre public son lieu de détention, faire en sorte que les avocats puissent voir Afin Guessan et faire traduire Afin Guessan sur le champ en audience au tribunal, car étant dans une procédure de flagrant délit. Il faut préciser également que sa femme a également eu la possibilité d'avoir de ces nouvelles. Elle a de ces nouvelles régulièrement, en tout cas ce qui est dit. Et elle a confié qu'il allait bien. Mais aucune information sur son lieu de détention, malheureusement. Alors en même temps, on a envie de dire, le président Afin Guessan. On précise qu'il lui est reproché, bien sûr, qu'il lui est reproché d'avoir lancé le mot d'ordre de désobéissance civile et d'avoir appelé à la création du CNT. Et donc, il avait été arrêté dans la nuit du 6 novembre, alors qu'il se rapprochait d'Adzopé. D'accord.
En tout cas, je m'apprêtais à dire que le président Finguessan n'est pas un détenu commun, Ordinaire. ordinaire, et ses avocats, effectivement, dans leur rôle d'avocat, entendent mener Oui, bataille bien pour sûr, qu'ils je puissent pense avoir qu'ils les ont tout à fait nouvelles le droit. de leurs clients. C'est vrai qu'ils ont eu des nouvelles par téléphone, son épouse dit avoir de ces nouvelles, mais ils souhaitent être en contact avec... par contre, la difficulté de la démarche serait, bon, les avocats, on leur dit, si on vous dit, est-ce que vous n'allez pas divulguer ça, vous n'êtes pas en public, Mais peut-être que c'est... Ils vont peut-être se mettre l'avocate, d'accord. elle s'y est rendue, En fait, non déjà, il y a certaines incompréhensions. Parce qu'au sein de leur conseil d'avocats, je n'ai malheureusement pas le nombre d'avocats qui font partie de ce conseil d'Afin Guessan. Il y a une avocate qui a été choisie parmi eux. Et donc, il n'était pas informé, je pense qu'il a eu l'information après, qui a été informé et qui a pu savoir le lieu de détention et parler à leurs clients. Donc pourquoi elle est choisie Quels sont les critères de ce choix fait par le procureur de la République? Pourquoi pas l'ensemble du conseil des avocats, puisque je pense qu'ils travaillent pour lui depuis un moment. Et vu qu'ils sont avocats, je pense qu'ils ont le droit de connaître le lieu de détention de leurs clients. Donc il y a certains... C'est beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements, En tout cas, et ils ont précisé que, voilà, ils précisent que pour l'opinion publique, il est quand même important que l'opinion publique puisse savoir le lieu de détention de M. Afin Guessan. Je pense que même pour des grands, on va dire, narcotrafiquants comme El Chapo, on a connu leur lieu de détention. Et on a su ensuite ce qui s'est passé. On a su, bien sûr. Voilà, quand vous prenez l'exemple, il faut aller jusqu'au bout. Il a essayé de s'évader, mais je pense qu'il a été ramené. Bon, après, il est important, en tout cas, je pense, pour éviter beaucoup de rumeurs. C'est ce qu'on veut éviter, de pouvoir donner l'information et la vraie. Et comme il a précisé, de pouvoir rapidement traduire le sieur Afin Guessan devant la juridiction. En tout cas, vous suivez de très près le dossier. Exactement. Et vous allez nous rendre compte de son évolution. Exactement. Merci, vous allez nous rendre compte. Merci. Alors, sur le point économie, eh bien, on parle un tout petit peu de cacao. Les producteurs, les chocolatiers se battent autour de leur banc. Petit rappel, donc, en 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont obtenu donc, des multinationales du chocolat une prime de $400 américains qu'on a appelé différentiel de revenus décent. Parce que là, vous me direz, tout va bien. Donc, cette prime est appliquée depuis le 1er octobre 2020. Mais leur approvisionnement de décembre, Hershey et Mars, se sont adressés donc aux entrepôts certifiés à terme, ce qui leur a permis donc d'échapper un tout petit peu au paiement de la prime. Résultat des courses... Ça fait grincer les dents donc, au niveau des producteurs. Et c'est des accords, là, selon le quotidien Inter que je vais citer ce soir. Donc ici, de la plateforme des producteurs de cacao, la production est bloquée sur toute l'étendue du territoire national depuis quelques temps. Conséquence, enfin cause déjà, donc désaccord entre le Conseil du café cacao et les exportateurs. Et on croit donc l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire et le syndicat national des exploitants agricoles de Côte d'Ivoire. Les exportateurs accusent le Conseil du café cacao de refuser de subventionner plus de 300 000 tonnes de cacao. Et le Conseil café cacao, lui, reproche donc aux exportateurs d'essayer de boycotter la campagne. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. On avait déjà des sons assez discordants. Mais avant de parler de sons discordants, surtout cet accord entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui était déjà une nouvelle très, très, très intéressante et surtout satisfaisante de savoir qu'un accord avait pu être trouvé entre ces deux géants de la production, de l'exportation de cacao, et savoir qu'il y a de l'eau dans le gaz au niveau même de cet important producteur qu'est la Côte d'Ivoire, entre ses exportateurs et la bourse du café cacao, c'est pas du surtout tout que moi je pense que la prime elle est nécessaire pour les bah oui, quand on connaît le mouvement de fluctuation, donc on se dit c'est très important. C'est une manière de se parer, de se protéger. Voilà, et puis surtout soutenir ces producteurs-là. Alors, je dis conséquence, ils ont dit, vu la gravité des faits, nous, les leaders de la plateforme, pas de l'opposition, je le signale, je sais que vous m'attendiez sur la question, eh bien, allons rencontrer tous les leaders politiques afin de leur faire part de la souffrance des producteurs. Vous avez compris qui c'était. Si la situation demeure jusqu'à la semaine prochaine, nous serons contraints de déposer un préavis de grève pour faire entendre. Menacer donc l'ANAPROSI et le SINAGRI Côte d'Ivoire. Les deux sociétés, les deux exportateurs, c'est Hershey's et Mars.
Ce sont des grands voilà, Come producteurs on. ouais, de Come on. chocolat. En tout cas, moi, je pense que Come on. Faut être c'est capable de payer. c'est il faut tout être- à fait faut- normal. C'est tout à fait normal que les producteurs puissent légitime. revendiquer. Ah, C'est légitime, totalement, justement. totalement. C'est À un légitime. moment, Je pense que ce sont des gens qui travaillent d'arrache-pied. C'est un maillon C'est toute important leur de la vie, chaîne, même, en des fait. fois, C'est un des maillon fois, important de la chaîne, et il est normal que ce maillon-là, justement, soit en bon état. Et en Donc, plus, voilà. ils ont vécu en tout cas les difficultés dues à la crise de la Covid. Covid, Donc ensuite. les difficultés d'exportation déjà à la base, les difficultés même de production, la difficulté d'obtention des intrants, parce que les vols étaient arrêtés. Donc on se rapproche de la fin de l'année, on est déjà en fin d'année. Si on n'est pas capable de trouver un accord pour pouvoir les protéger en tout cas des fluctuations du marché, alors qu'on est un organe de régulation, je pense qu'il y a un problème. Et, Il y a des familles qui dépendent d'eux. Ouais. De toutes les façons, je pense que si ils en arrivent à gréver, les perdants, English, c'est- les perdants. To make Strike. grave. Faire la grève. Oui, c'est bon. Continue. Je suis en anglais. Donc, si ça en arrive à ça, à ce niveau-là, je pense que c'est ces compagnies-là qui seront perdantes, parce que de toutes les façons, ils ne sont pas producteurs de cacao. Ouais, ouais. Comment ils vont faire pour nourrir tous ces Suisses avec leur chocolat? Belge. On sent C'est belge. de l'engagement. On sent de l'engagement. Oui, non, c'est un Bon, bon. rappelons juste que la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de la production mondiale et la qualité de leur fève, est reconnue par les groupes, Internationaux. voilà, les groupes internationaux. Totalement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, concernant l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs. On va maintenant parler de femmes et d'entrepreneuriat. C'est dans notre micro-trottoir. On le sait. Surtout vous sur ce plateau. En tout cas, on le sait, le milieu des affaires est assez difficile. Plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de la réussite pour les nouveaux entrepreneurs. Quelles sont les chances de succès pour les femmes en matière de création d'entreprises? Nokana Paleka et Henri Diagname ont posé la question dans notre micro-trottoir. On le suit. Les femmes aujourd'hui elles sont beaucoup plus poussées, elles ont beaucoup plus d'ambition. Alors que dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord l'ambition. L'ambition est très importante. Et puis aussi, elles sont pragmatiques. Les femmes sont beaucoup plus pragmatiques parce qu'elles ont quelque chose à faire, elles font à fond. Et c'est ce qui est très bien aussi dans l'entrepreneuriat. La femme a beaucoup de chances de réussir. On ne dira pas que c'est par rapport à sa beauté, mais je pense que c'est par rapport à son intelligence et puis le courage. La femme est beaucoup courageuse. La femme est très, très courageuse. Je prends l'exemple, les femmes gèrent déjà un foyer. Quand on leur donne un peu de moyens, les femmes arrivent à nourrir toute la famille. Donc je pense que déjà avec ça, les femmes peuvent gérer une entreprise pour qu'elles puissent prospérer. Ce sont des bonnes gestionnaires. C'est l'avantage des femmes. On dit que les femmes sont avares, elles ne sont pas avares en fait. C'est parce qu'elles savent gérer, elles apprennent à gérer. Voilà, c'est pour ça que vous voyez qu'elles gèrent souvent le foyer, plusieurs choses. Et dans la gérance, on confie plus les choses aux femmes. C'est tellement bien organisé. Aujourd'hui, on voit des femmes peintres, des femmes maçons. C'est que ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Il faut juste avoir des idées et puis évoluer. Vraiment, je demande aux jeunes filles de ne pas attendre tout de l'homme, de ne pas mettre leur atout physique en avant. Je dis toujours que l'argent ne se trouve pas dans la poche des hommes. Il faut chercher. L'argent, on cherche. Dieu a donné 2 bras et 2 pieds à tout le monde. Et la tête aussi. Les chances de réussite des femmes en matière de création d'entreprises commencent d'abord par la scolarisation. Pour qu'une femme réussisse quelque chose dans sa vie, d'abord, il faut la scolariser. Il faut mettre les jeunes filles à l'école, voilà, pour qu'elles soient instruites. Voilà, si elles sont instruites, elles ont d'abord les atouts, voilà, pour pouvoir se lancer dans la vie. Il faut qu'on se dise la vérité. La femme, naturellement, la femme a des avantages. Voilà. C'est à elle, dans son quotidien, de cultiver ses avantages et de les mettre à son profit. Regardez, j'ai dit n'importe quoi. Il y a une actrice, il n'y a pas besoin de dire son nom. Elle n'est pas là à l'école, mais aujourd'hui, elle est presque multimillionnaire. Regardez les choses, comment on appelle les femmes gourous, qui se battent à longueur de genoux au marché gourou. Elles font des chiffres d'affaires très élevés. Elles ne sont pas là à l'école. La femme, naturellement, est bénie. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ce n'est pas pour rien. Tout le monde a sa chance de réussir en entrepreneuriat. La clé aujourd'hui pour une femme, c'est de travailler dur. Se dire qu'elle aussi, elle peut réussir. Une fois qu'elle se met ça dans la tête, il n'y a pas de problème. Elle peut aller où elle veut dans son entrepreneuriat sans problème. Si pour certains, les femmes rencontrent des difficultés dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour entreprendre, pour d'autres, c'est un avantage d'être une femme.
Vous le pensez? Un avantage, je pense que c'est trop dit. Je pense que naturellement, les femmes n'attendent pas que, voilà, que On les dit choses les femmes, soient mais faites. ça, c'est... Les femmes, on tu dit- vas voir au village, par exemple, ce sont les femmes qui sont les premières à se lever le matin, à faire le feu, à Exactement. s'occuper des enfants, à Aller au aller au champ. champ, C'est de nos cultures, en fait. à faire la récolte et ensuite à revenir préparer à la Cuisiner, maison, ouais, pendant que l'homme peut-être va écouter la radio et puis ensuite il va aller Oh, chercher. non, Non, je suis peux pas me désolée. permettre de dire ça. Les femmes en général Les sont hommes, très les entreprenantes. hommes, ils vont au champ. Les hommes, la nuit, ils sont dans les forêts à la chasse. La pour nuit. guetter. Toi, tu es dans la forêt à la chasse. Faut nous donner le Tu nom, viens là, le nom de la forêt vous dont tu risquez parles. d'être au coin avant la fin de cette émission. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est que les femmes sont naturellement Entreprenante, entreprenantes. totalement. Même quand il y a des difficultés au sein de la famille ou au Ils ont sein un de super sens l'entreprise, de l'organisation. un C'est super ça. sens de l'organisation, C'est ça. un super sens de la gestion. Elles sont Exactement. empathiques, Ouais. mais elles sont pragmatiques surtout. Exactement. D'accord. Exactement. Non, moi, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés, qu'on ait plus de difficultés que d'autres personnes. Je pense que c'est une question de mentalité. J'ai entendu dans l'audio tout à l'heure, dans le reportage, un homme qui a dit qu'une femme, pour pouvoir entreprendre, doit être éduquée, doit forcément avoir une éducation. Je ne suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, que ce soit hommes comme femmes, de toutes les façons, beaucoup ne sont pas allés à l'école ou ont dû arrêter l'école à un certain niveau, que ce soit. Mais il y en a un autre qui expliquait vraiment qu'il y avait des dames, par exemple, qui marchaient gros, d'autres dames qui n'avaient pas Oui, non, forcément, totalement. Voilà. Donc en fait, il y a eu créé une des différence fortunes d'avis. qui sont devenues Exactement. millionnaires, Parce que milliardaires. je ne pense pas que l'entrepreneuriat, c'est une question forcément d'éducation, mais c'est une question déjà de personnalité, de volonté, de leadership. Et en général, on sait que la femme africaine a cet atout-là. C'est un peu inné. Quand tu dis la femme en africaine nous. a cet atout-là, par exemple, je te donne un chiffre. On va terminer dans sur le les monde, chiffres. ce sont les femmes africaines qui entreprennent le plus. 27% Exactement. de femmes dans le monde se Voilà. retrouvent en Afrique et qui sont Exactement. entrepreneurs. Non, On mais bat on a- les États-Unis, on bat l'Europe et l'Asie centrale. Non, mais Voilà. sur son point, on a Voilà. énormément de Donc- femmes entrepreneurs. On voit tous les jours sur les réseaux sociaux des business tenus par des femmes qui Exactement. prospèrent, des D'ailleurs, business qui nous sortent toutes du les lot, trois sur ce plateau, entreprennent nous dans sommes quelque chose. entrepreneurs. Ah ouais. Et les femmes ont Très une bien. certaine forme de polyvalence. La femme est multitâche. Exactement. Et C'est c'est vrai très que c'est culturel vrai que si ici. malheureusement, elle n'a pas la chance de bénéficier d'instruction, donc aller à l'école et tout ça, Oui. ce qu'on souhaite, hein, que Ouais, toutes les totalement. femmes... Et ce n'est pas seulement depuis quelque temps que la femme est comme ça. C'est juste que depuis quelque temps, la femme aujourd'hui s'intéresse à d'autres domaines qui étaient Exactement. peut-être Exactement. réservés aux hommes. Exactement. Aujourd'hui, la femme ose beaucoup plus et c'est pour ça On qu'on aura soulève ces d'ailleurs questions-là. une- Sinon, la Ça femme donne a très toujours bien, été... justement, c'est très bien pour la par exemple. transition. Exactement. Ah, La femme a exactement. toujours été... Par exemple, de femmes Champions entrepreneurs, et non Exactement. des moindres, une des meilleures femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique sur notre plateau. Nous recevons ce soir une pionnière de l'entrepreneuriat en féminin en Côte d'Ivoire, première femme industrielle de la filière noix de cajou en Afrique de l'Ouest. Elle est actuellement directrice générale de la CITA et la première vice-présidente de la CEGECI, Madame Touré Massobé. Bonsoir, merci d'être avec nous, Madame. Bonsoir, monsieur. C'est un honneur de vous recevoir. Dès que vous êtes entré sur le plateau, vous avez illuminé le plateau, il y a eu des sourires. Merci beaucoup d'être dans notre compagnie. Notre première question pour vous, madame, c'est aujourd'hui, selon vous, comment se porte l'entrepreneuriat féminin? On le voyait dans notre micro-trottoir, certains se posaient des questions. Comment il se porte? Comment on peut le définir? Merci beaucoup. D'abord, je suis vice-présidente du patronat ivoirien. Très, très bien. Voilà, je suis pas la première. Voilà. D'accord. Ok, merci. L'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, je peux dire qu'elle se porte bien. Elle se porte bien dans la mesure où les femmes ivoiriennes et les femmes africaines qui vont sur le territoire ivoirien sont toutes entreprenantes. Et quelles sont les difficultés qui entravent le parcours des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez quelques exemples? C'est un peu pareil comme dans les autres pays. Il y a très souvent l'accès au financement et il y a parfois aussi la crainte, la peur. Parfois, elles ne se font pas confiance, elles n'osent pas prendre d'autres décisions. Parfois, elles peuvent prendre, limiter des efforts avec des préjugés qu'elles se font elles-mêmes. Alors, Madame Touré, vous particulièrement, en prendre votre exemple, lorsque vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez rencontré des difficultés, les parents, votre entourage, donc tu es une femme, est-ce que ça là, c'est pas un truc d'homme, tu vas pas te contenter de... Est-ce que vous avez rencontré ce genre de clichés, de préjugés, Madame Touré? Mais non, parce que moi, j'étais déjà préparée depuis le bas âge pour dire que
je vais entreprendre. Mais Je vais travailler. Je suis née, j'ai grandi au nord de la Côte d'Ivoire, mon village Odiné. J'ai vu mes parents. J'ai été élevée dans une famille modeste et j'avais toujours la fougue de réussir et de venir aider mes parents, développer, contribuer au développement de ma région. Ce qui m'a toujours animée. Mais est-ce que Et j'ai structurellement... grandi avec cet esprit. Structurellement, Est-ce que structurellement, parce que vous êtes vice-présidente du patronat ivoirien, on sait qu'il y a des textes, il y a des lois. Est-ce que structurellement, au niveau du patronat, tout est mis en œuvre pour que la femme qui se lance, la femme ivoirienne qui se lance dans l'entrepreneuriat, n'ait pas de difficultés, que ce soit facile pour elle? pas forcément au patronat, mais d'une manière générale en Côte d'Ivoire, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et beaucoup d'initiatives ont été encouragées également par l'État du Côte d'Ivoire. Mais alors, vous parliez tout à l'heure de votre état d'esprit quand vous étiez jeune, pour toujours entreprendre et tout ça, mais tout le monde n'a pas cette mentalité. Est-ce que le patronat fait vraiment quelque chose, joue un rôle dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin? Justement, c'est ce que j'ai toujours fait au niveau du patronat ivoirien. Quand j'étais présidente de la commission genre et développement de l'entrepreneuriat féminin, je formais, j'informe, j'essaie de changer. Et je suis mentor de plusieurs mentés, des jeunes dames, des jeunes filles, que j'encourageais à se prendre en charge. D'accord. Mais vous parlez au passé, est-ce que ça continue? Oui, ça continue. Et ça continue, pas en tant que présidente de la commission de l'entrepreneuriat féminin, mais en tant que chef d'entreprise, puisque j'ai créé mon entreprise. Et aujourd'hui, il y a de cela plus de 30 ans. Donc, j'essaie d'échanger mon expérience avec les jeunes générations et échanger avec des dames qui hésitent encore pour se lancer. Je les encourage d'oser, de prendre des risques. Parce que c'est au bout de l'effort que nous avons le succès. Absolument. Voilà. Alors, ce qui est très très bien et très important donc, de souligner, c'est que lorsque nous préparions cette émission, dans le choix donc, de l'invitation de Mme Touré Massobé, au-delà d'un regard général sur l'entrepreneuriat féminin, on vous reçoit parce que vous êtes un modèle. De nombreuses femmes s'identifient à vos actions, vous le dites tout à l'heure, vous encouragez des femmes. Donc, votre témoignage, ce partage d'expérience-là, certainement va déclencher quelque chose ce soir. Donc au niveau des femmes qui regardent cette émission-là, des femmes qui sont sur notre plateau. Sophia Aïda le disait, nous avons sur le plateau 3 femmes entrepreneurs. Donc je crois qu'à l'instar de ces femmes que nous avons là, à leur image, donc ce sont d'autres femmes qui vont être impactées par votre expérience et votre parcours. Voilà. Je fais un grand discours pour ça. En parlant de ça, en parlant justement de l'impact de votre parcours, vous êtes opératrice économique, vous êtes PDG du groupe CITA, vous êtes vice-présidente de la CGCI. On pourrait vous définir comme une femme entrepreneur d'élite et bâtisseur. Est-ce que vous pouvez nous dire, à nous qui sommes là et puis celles qui nous regardent à la maison, quel est le secret de votre réussite? Je n'ai pas de secret particulier. C'est-à-dire, c'est la persévérance. Il faut avoir la vision. Il faut se faire confiance. Il faut oser. Il faut avoir le goût du risque. Il ne faut pas hésiter. Il faut se faire confiance. Il faut avoir la foi pour dire que Dieu a prévu quelque chose pour tout le monde. Alors, justement, les femmes, ou en général, les gens se disent, ma voisine particulièrement, quand on reçoit, je vous la présente un de ces jours, qui dit, oui, c'est facile de venir à la télé quand on a réussi pour dire, oui, il faut se battre dans la vie, il faut être persévérant, il faut avoir l'effort. Mais souvent, on se dit, comment on commence? Parce que le début est important, parce que souvent, vous parliez tout à l'heure du manque de financement. Aujourd'hui, par rapport à votre expérience, comment une femme qui a des difficultés pour obtenir donc, le minimum peut penser à entreprendre? Est-ce que c'est possible? Et surtout avoir le goût du risque. Le goût du risque. Oui, bon, je ne peux pas dire que j'ai réussi. Je continue toujours de travailler. Alors, parler de mon parcours, alors, j'étais cadre dans une société multinationale. Et à la faveur d'une mission, je suis partie en Inde et j'ai redécouvert la noix de cajou. J'ai vu que la noix de cajou
était une activité génératrice de revenus, pourvoyeuse d'emplois, et toute la population vivait de cette activité. Et je viens du nord de la Côte d'Ivoire, au Guinée, à 900 km d'Abidjan. Chez nous, nous avons des anacardiers, la noix de cajou. Mais à l'origine, c'était planté pour lutter contre l'avancée du désert. Et c'était pour créer la forêt. Et c'était une plante qui était taxée de tous les maux. Parce que la pomme, on nous disait que quand on prend la pomme, que tu manges, 2 heures après que tu bois du lait, tu meurs. Ah, entendu, hein. Je promets que depuis lors... Voilà, que tu meurs. Alors, et la noix, quand on prend, ça contient un produit qui est toxique, qu'on appelle le baume cajou. Quand on prend le baume, c'est pour faire des tatouages et des traces indélébiles. Du coup, on ne pouvait pas s'approcher, on ne pouvait pas prendre. J'ai dit, mais il y a un contraste. Moi, je viens ici, c'est ce produit qui fait vivre les gens. Et chez nous, nous sommes dans une pauvreté extrême et on nous dit que c'est un produit toxique. Il faut faire quelque chose. Donc, j'ai vu comment les gens travaillaient en Inde et ils mangeaient sur toutes ces formes. Et ils buvaient du lait. Et ils buvaient du lait. Et ils vivaient mieux. Et ils gagnaient de l'argent. J'ai dit, bon, OK. Alors, j'ai pris des échantillons. Je suis venue. Et 2 mois après, 3 mois, j'ai démissionné de mon poste. Wow, le goût du risque. Voilà. Donc, le goût du risque. Ce jour et aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. On imagine bien. Ce n'était pas facile. Quand vous voyez votre ancien patron, il dit... Ils m'ont même demandé s'il ne faut pas avoir des psychologues parce que vous partez au dîner ou bien vous partez vous marier au sous-préfet. Parce que ce n'est pas possible. J'ai dit non. C'est un devoir pour moi. Et je dois retourner. Mais pour braver cette mentalité, pour pouvoir asseoir même ce projet avec les réalités du pays qu'on connaît, vous avez connu des difficultés. Est-ce qu'il y a eu des jours où vous avez voulu tout abandonner? Parce qu'on a eu l'impression, quand vous présentez la situation, on a l'impression que ça s'est passé facilement. Pas vous êtes du passé tout. là, vous êtes parti en Inde, vous êtes revenu. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit j'abandonne? C'est une plante, c'est une culture pérenne qui donne 4 ans après. Et donc, voilà, en plus. Donc, je suis partie, j'ai pris mes droits et je suis allée planter la première récolte 5 hectares, 4 ans après, quand j'ai récolté, nous avons distribué pour faire la distribution gratuite. J'ai pris cette première récolte comme échantillon pour permettre à nos parents, aux autres, de pouvoir leur inculquer le goût de cette culture, leur expliquer les techniques de planting pour dire que c'est une nouvelle spéculation et plus tard, ça serait très bien pour nous. Donc, croyez en cette culture. Voilà. Mais moi, j'ai envie de savoir, Brice, Bon, si tu permets. j'aurais que j'enlevais un mot de la bouche. Allez-y, dites. Souvent, lorsqu'on décide de faire un changement de plan de carrière, c'est assez risqué. Je pense que vous l'avez expérimenté. On se retrouve au bord d'une falaise. Mais lorsqu'on n'est pas soutenu, ça peut être compliqué. Est-ce qu'au sein de votre famille, votre époux, est-ce qu'ils ont compris votre choix de changement de carrière? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Ils m'ont soutenu. Et c'est le lieu pour moi de remercier mes parents qui m'ont tout donné. Je n'ai manqué de rien, ni des fessées, ni des câlins. Ils ont respecté mon choix. Remercier mon époux avec qui nous avons travaillé depuis les premières heures. Il vous a soutenu. Il nous a Voilà, parce que c'est important. Nous nous sommes soutenus. C'est une grande chance. Et parce il m'a qu'aujourd'hui, les soutenu. femmes, Et c'est très, très important, le soutien de la famille. Parce que ce n'est pas évident. On imagine, madame. Ce n'était pas évident. Rien Et à- c'est comme ça que l'aventure a commencé avec la noix de cajou. Ouais. Non, je Et disais- j'avoue qu'au moment que je venais, nous n'avions pas même 100 000 et 50 000 tonnes sur le plan national. Aujourd'hui, nous sommes Et aujourd'hui, nous sommes premier producteur mondial. Moi, j'ai une question. Avec plus de 750 000 tonnes. Souvent, on dit... Edith, tu m'as dit que tu me redonnerais la parole. Edith, non Edith, non, je ne Non, avec non, non, 0. Edith, non, je prends la Vous parole. avez démarré avec combien? Voilà, Rihanna, vous avez la parole. Tu vas Voilà. enchaîner. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de la noix de cajou. Mais on se rend compte que la transformation de cajou n'excède pas les 10%. C'est vrai, c'est une jeune filière
qui est en plein essor. Il faut bien commencer par quelque chose. Nous avons des défis à relever. Si nous avons relevé le défi de la production, parce que pour penser transformation, il fallait avoir d'abord la matière première. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que nous sommes confortés parce que nous sommes premiers mondial. Et aujourd'hui, le challenge que nous avons, c'est de pouvoir parvenir à transformer la quasi-totalité de notre production nationale. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, en synergie avec l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier le gouvernement ivoirien, le président de la République, le Premier ministre, qui ont cru en cette filière. Ok. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du soutien que vous apportez justement aux jeunes femmes entreprenantes et vous avez vraiment affirmé vouloir soutenir et les encourager et leur dire d'oser. Et vous avez créé justement la Caisse d'épargne pour le développement agricole et industriel de Côte d'Ivoire. Est-ce que le déficit d'accompagnement financier justement dans le secteur agricole, est-ce que c'est ce qui vous a poussé justement à mettre en place cette microfinance? Alors, ça peut être une des raisons, mais la raison fondamentale est que, issu du milieu rural, j'ai vu au quotidien les réalités de la femme entrepreneur, surtout en milieu agricole. Chaque jour que Dieu fait, c'est des défis que nous devions relever. Alors, avec cet écosystème que nous avons au quotidien, je me suis dit, pourquoi pas faire une microfinance pour pouvoir répondre à ces nombreuses demandes qui sont sans succès au niveau des banques classiques. Parce que généralement, pour ces femmes, elles n'ont pas des dossiers qui sont peut-être bancables ou bien pas bien structurés. Donc, pour ce qui nous concerne, nous prenons des consultants qui formulent des dossiers pour avoir des crédits, des dossiers, faire des montages des dossiers pour avoir des crédits structurés. Parce qu'une femme, par exemple, qui fait de l'agriculture, qui fait de la noix de cajou, elle a peut-être 4 hectares ou bien 3 hectares. Il y a des périodes de soudure, il y a des périodes d'entretien, etc. Mais ces femmes n'ont pas assez de documents nécessaires pour aller dans les banques classiques et se faire accompagner. D'où voilà, la création d'une microfinance qui est à l'écoute du monde paysan. Et est-ce que ces femmes-là, est-ce qu'elles doivent forcément avoir de l'expérience déjà pour pouvoir se lancer dans cette activité? Mais justement, c'est pourquoi il y a la microfinance. D'accord. Voilà, la microfinance, on est tous dans le même milieu, on se connaît. Donc on sait qu'Aïda, elle a 5 hectares et elle a fait 5 hectares cette année, mais je vais sur votre parcelle et j'arrive, je vois que effectivement les normes sont respectées. Donc, il faut pouvoir entretenir pour pouvoir s'assurer d'une bonne récolte. Et à la récolte, moi, je suis industriel. J'essaie de payer avec Aïda la récolte. Et après, je donne la part d'Aïda. Elle paye la part de la microfinance. Et au finish, tout le monde est gagnant-gagnant. Et Aïda est contente. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et Libre Bleu. Oui, moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement privilégié lorsque vous êtes lancé dans la microfinance? Parce que c'est vrai que ce n'est pas comparable à l'agriculture, à l'agro-industrie. Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement privilégié? Non, pas du tout. Ça a été facile? Pas du tout. La vie de l'entrepreneur est toujours difficile. Quand on choisit d'être entrepreneur, c'est qu'on a fini avec la paix. Et chaque jour que Dieu fait, c'est un défi qu'il faut relever. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu abandonner? Pas du tout. Très dur, mais avec la foi, on arrive à surmonter. Parce que ma voisine qui regarde cette émission pendant la pub, elle a eu l'occasion de m'appeler et justement me dire, c'est vrai madame, dans votre cas, vous travaillez déjà dans une institution, vous avez démissionné, donc je veux dire, vous partiez avec un minimum d'acquis. Effectivement. Contrairement à d'autres, dont ce n'est pas le cas. Effectivement, ce minimum m'a permis de pouvoir mettre en valeur les 5 hectares qui ont constitué la parcelle test pour avoir les semences. Et celles qui n'ont pas le minimum? Elles ont la Il y en a qui n'ont... Je peux vous dire ici aussi qu'il y a des femmes que j'ai créées de toutes pièces.
Et aujourd'hui, elles sont des grandes femmes d'affaires. Comment vous avez Elle a fait ça? commencé par zéro, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, elle est grande commerçante. Elle est au dîner, elle est aussi à Korogo. Donc, parce qu'elle a Parce bénéficié. qu'elle a bénéficié des conseils. C'est ça. Elle a bénéficié des conseils parce qu'elle était dans un milieu, dans le village où il y a le fleuve, il y a des pêcheurs qui vendaient des poissons. Elle est commerçante, elle est dynamique en fait, sans fonds de commerce bien entendu. Mais elle sait que les pêcheurs ont du poisson. Ils ne savent pas vendre. Elle sait qu'en ville, il y a des acheteurs. Elle est venue me voir. Maman, il y a des gens là-bas de l'autre côté qui ont du poisson. Est-ce que ça ne t'intéresse pas d'avoir du poisson? J'ai dit si. Elle est partie voir les pêcheurs. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Donnez-moi votre poisson. Je vais aller vendre et je viens vous donner l'argent. Ils ont fait confiance. Ils ont donné le poisson. C'était au total 10 000 francs. Et elle est venue avec le poisson. Elle m'a vendu le poisson. J'ai dit oui, la semaine prochaine, tu peux venir encore avec. Après, elle est venue me voir le lendemain. Elle dit, il y en a encore. Est-ce que je peux venir avec demain? Et au fur et à Voilà, mesure. et au fur et à mesure. Et à chaque voyage, elle avait 1000 francs. Donc, elle est partie de zéro. Oui, c'est clair. Parce qu'elle avait la fougue de C'est ça, réussir. la fougue, l'audace. Alors, justement, Elle vous a avez eu pas- l'audace. Vous avez parlé Oui. de pêcheurs, donc ça tombe bien que pour ma prochaine question. Je vais un tout petit peu parler, vous avez trouvé la question machiste, mais bon, depuis un moment, on ne parle que de femmes. Il y a certainement le rôle des hommes dans le soutien de l'entrepreneuriat féminin. Il y a quand même... Absolument. Voilà. Nous sommes ensemble. Très, très bien. Très bien. La Pour te réponse est rassurer. courte. La réponse est courte parce que la question est courte. Écoute, voilà, merci. Moi, je voulais juste demander, On va poser... oui, Allez-y, vous. on a vécu une période assez difficile, 2020, avec la Covid. Est-ce que votre secteur d'activité, la filière d'Incad, a vécu des difficultés? Absolument. Nous avons vécu des difficultés, et particulièrement même mon groupe, ma société, parce que j'ai été victime d'un sinistre le 1er février 2019. Et le 4 février, c'était l'ouverture de la campagne. Le 1er février, j'ai été sinistrée. Et quelques jours après, c'était l'ouverture de la campagne. Et le 11 mars, la pandémie est venue en Côte d'Ivoire. Vous imaginez, parce que déjà, nos produits sont 98% destinés à l'exportation. Ouais. Et la pandémie a commencé déjà de l'autre côté. Ils étaient déjà confinés, ils ne pouvaient pas venir. Donc, vous imaginez tout ce qui peut arriver. Des pertes importantes. Mais c'est une situation, en fait, pardon. À combien on peut estimer le montant, le coût de cette perte-là, Le préjudice le préjudice? De la pandémie ou bien du sinistre? du sinistre? Non, de l'impact De l'impact, de la pandémie. justement. De la pandémie, mais ça sinistrait vraiment l'industrie. Parce que ceux qui viennent acheter ne sont pas venus. Plusieurs milliards, puis- ça s'élève à plusieurs milliards. Ça s'élève à plusieurs milliards. Ça s'élève à plusieurs milliards. Des problèmes de stockage Et là, et tout oui, oui, des problèmes de stockage. Et c'est le lieu pour moi également de saluer l'État de Côte d'Ivoire qui a soutenu les prix des producteurs, le prix Beauchamp, pour pouvoir soutenir les producteurs, pour ne pas que les producteurs prennent sur eux le poids de cette mévente. Et oui. Allez-y, madame, terminez. Voilà. Et l'État de Côte d'Ivoire a soutenu le prix fixé Beauchamp pour l'achat de la matière première. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, vous avez été sinistré, vous êtes à la tête de cette structure, de ce système-là. Vous étiez donc bien placé pour comprendre un tout petit peu ce que pouvaient ressentir donc, les autres personnes. Comment, au niveau de la SOGECI, vous avez géré, vous avez organisé cette situation-là pour faire face à la souffrance des producteurs pendant la pandémie? Oui, au niveau de la CGC, et comme j'ai dit, la CGC est une force de proposition entre les autorités et le secteur privé. Donc, nous avons une plateforme où nous faisons des échanges avec les différentes filières, les différents opérateurs et puis les différents adhérents
les chefs Alors d'entreprise. justement, comment la CGC a géré ces Oui, la cette situation CGC a avec les entreprises? géré d'abord, dans un premier temps, en recevant les groupements, les différents groupements, Pour entendre. pour là. entendre les préoccupations, formuler maintenant les préoccupations et remonter au niveau des autorités pour voir comment éventuellement on peut pouvoir soutenir les opérateurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Donc il y a eu des différents fonds, le fonds des grandes entreprises, le fonds des PME, pour pouvoir permettre, tant bien que mal, de soutenir les opérateurs, les chefs d'entreprise. Alors, votre société de traitement d'anacarde, aujourd'hui, compte une grande majorité de femmes. Est-ce que c'est votre engagement? Est-ce que c'est fait exprès? Pour parler de façon terre à terre. Vous savez, quand on parle de perfection, on parle de la femme. Wow. Très bien, je crois que j'ai plus de raison d'être sur ce plateau. Je vous laisse un bout. Voilà. Ça mérite, Donc, voilà. Donc vraiment, le métier, la transformation de la noix de cajou, et c'est en ce sens, justement, il faut qu'on mette un point d'honneur sur la transformation. Parce que c'est un partenariat, c'est un pari gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs. La transformation crée de la richesse, crée de l'emploi. Dans mon usine, à mon petit niveau, j'ai au moins 800 personnes. Donc 95% sont des femmes. Et toutes catégories confondues. On peut ne pas pouvoir savoir lire, écrire et travailler dans une industrie de traitement de noix de cajou. Et ça, c'est très important. J'allais justement rebondir parce que vous avez dit à votre niveau, hein, votre petit niveau, vous avez dit, Oui. avec l'obtention justement de l'autorisation d'exportation sur les États-Unis, qui représente quand même plus de 50% du marché mondial de la consommation d'acajou. Est-ce qu'on peut dire que vous avez de noix de cajou? Est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi un gros pari? Bon, je ne peux pas parler de réussite. Voilà, je ne peux pas parler de réussite parce qu'on continue toujours. Je pourrais parler de réussite lorsque la Côte d'Ivoire parviendra à transformer la quasi-totalité de sa production nationale. Je dirais que j'ai gagné mon pari. Mais tant que nous sommes à ce stade de 10%, beaucoup reste à faire. Et ce n'était pas ça l'objectif. C'est vrai, nous avons été les cobayes. Parce qu'être premier dans des activités telles que c'est la filière noix de cajou, je vous dis, c'est le parcours du combattant. Rien ne s'obtient facilement. Alors, vous parlez justement de ce qui reste à faire. Est-ce qu'on peut un tout petit peu en parler en termes de perspective? Qu'est-ce que la filière prévoit dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors, la filière prévoit de pouvoir, on sort d'un séminaire justement avec le conseil coton anacarde pour voir exactement quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les blocages, les différents blocages auxquels nous sommes confrontés, qu'est-ce qui bloque véritablement le développement exponentiel de la transformation. Parce que c'est vrai qu'on a réussi la production, mais qu'est-ce qui bloque la transformation? Parce qu'on a tout intérêt à développer la transformation. Parce que, comme on dit, on ne va pas continuer à développer l'économie des autres à notre détriment. Donc, il faut absolument qu'on arrive à transformer. Et nous avons la chance d'avoir des précurseurs qui ont osé. Aujourd'hui, nous n'avons aucun complexe avec les multinationales, avec le marché international, parce que nos produits sont vendus en Europe, aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de contrainte. Il suffit qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse développer la transformation pour le bonheur de l'ensemble des acteurs. J'ai juste une question. Justement, et moi je voudrais savoir, pour une femme, une jeune femme ou un jeune homme qui est basé à Abidjan aujourd'hui et qui voudrait se lancer dans cette activité, est-ce que cette personne est obligée de se déplacer, de déménager pour pouvoir gérer une entreprise dans la production aujourd'hui de le noix parcours d'acajou? pour pouvoir se lancer dans cette Ou est-ce qu'on peut le filière? faire à distance? Faire une industrie à distance. C'est-à-dire avoir peut-être des plantations et les gérer à distance. Est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible de le faire, mais on n'est pas sûr d'avoir
les résultats à 100%. Parce que vous savez, dans toute chose aujourd'hui, quand on s'engage à faire quelque chose, d'abord, il faut aimer, il faut avoir la passion de le faire. Il faut s'y impliquer. Il faut s'y impliquer. Et il faut se donner tous les moyens de pouvoir réussir. Madame Touré, pour préciser la question, aujourd'hui, de nombreuses femmes vous regardent ce soir à la télévision. Vous avez parlé de ce que ça représentait comme initiative. De nombreuses femmes sont peut-être encouragées à se lancer dans ce domaine-là. Comment elles font? Est-ce qu'elles ont besoin de se rapprocher d'une coopérative? Comment aujourd'hui... Il existe un guichet unique pour se lancer dans la production d'un arcade? Oui, on a un conseil Cotonou-Anacard qui est là, qui conseille, qui est l'autorité de régulation, en fait, pour tous ceux qui s'intéressent à cette activité. Ils peuvent venir se renseigner pour dire, mais je veux faire la production, je veux faire la transformation. Il y a des guichets, ils peuvent les informer et dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et nous également, nous sommes là parce que je partage aussi beaucoup mon expérience à pas mal de personnes qui souhaitent se lancer dans cette activité. Vous êtes toujours sur le terrain ou un peu moins? Oui, je suis sur le terrain, je viens de dîner. Vous êtes une femme active. Voilà. Madame Touré Masogbe, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau-là. On vous permettra, si vous avez une exhortation à l'endroit des femmes qui nous regardent, à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, si j'ai un mot à dire à l'ensemble de nos sœurs, c'est de leur dire de sortir des salons, d'oser, de se faire confiance, de croire en leur capacité de réussite. Elles sont toutes compétentes. Et en tant que vice-présidente de la SOGECI aux entreprises? Aux entreprises, j'exhorte l'ensemble des femmes ivoiriennes à se lancer dans la création d'entreprises. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Le management n'a pas d'appartenance ni politique ni de sexe. Il n'y a pas de barrière. Il faut qu'elle brise le plafond de verre pour se lancer dans toutes les activités. Je suis triste de voir qu'il n'y a pas assez de femmes au niveau de l'industrie. Il faut qu'elles viennent à l'industrie. Et comme il y a une grande solidarité entre les femmes, exactement. Voilà. Il n'y a pas de tabou. D'accord. On va aller partout où besoin se fera. Et j'ai confiance et je sais que l'avenir appartient aux femmes. Yes. Merci Madame Masogbe Touré d'avoir été avec nous sur ce plateau du Live Talk. Merci Mesdames. Merci. À vous également. Merci à vous téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro du Talk. On sera là demain sur ce même plateau-là. D'ici, prenez soin de vous. Prenez soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu vous garde. Amen.